C'est peut-être dans ce jardin que tout a commencé. Ce jardin qui abritait une maison où je suis né. J'y ai filmé Philippe Noiret, qui recherchait son passé, comme moi maintenant. Et aussi mon père, pour qu'il me parle de ses années de guerre. De Louis Aragon, que mes parents avaient caché pendant de longs mois. Et qui écrivit « Il n'y a pas d'amour heureux pour ma mère ». Ce qui jouait un rôle important plus tard dans ma vie quand je défendais Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. Mais n'anticipons pas. Et c'est ici qu'était la maison que j'habitais. C'est ici, dans ce jardin, dans la maison qui était là, que j'ai rêvé sur mes premières images. Je me souviens surtout d'une après-midi où mes parents m'avaient emmené sur la terrasse qui dominait Lyon. J'avais 3 ans, c'était en septembre 1944. Et là, j'avais vu plein de fusées éclairantes dans le ciel. Cela marquait l'entrée des troupes qui libéraient Lyon, des troupes américaines, des troupes françaises. Et tout autour de moi, les gens riaient, applaudissaient, il y avait une atmosphère de fête. Et j'ai jamais oublié ces images. J'ai jamais oublié ces lumières dans le ciel. Et quand j'allais au cinéma, et que tout d'un coup, la lumière commençait à éclairer un écran, que le rideau s'ouvrait, je revoyais ces lumières dans le ciel, et cet écran qui allait s'éclairer, ça représentait un petit peu l'espoir que j'ai ressenti un peu autour de moi, dans ce moment sur la terrasse. Bonjour, oui, c'est pas sans émotion là que j'ai visionné avec vous la séquence qui a précédé. Bertrand Tavernier nous a quittés il y a un mois. Ma première réaction, quand j'ai appris le décès de Bertrand Tavernier, bon, c'est pas sa filmographie, ses films qui sont venus à l'esprit, c'est surtout l'historien, le critique de cinéma. Alors on dit souvent lorsqu'un intellectuel disparaît qu'une bibliothèque brûle, hein, c'est une formule qui est assez convenue. Moi j'ai surtout pensé que c'est une cinémathèque qui brûle parce que je me suis rappelé Bertrand Tavernier, surtout tous les bonus, les anecdotes, les entretiens et surtout l'historien du cinéma. Donc cet extrait que vous venez de voir est tiré du film qu'il avait réalisé lui-même, un film de montage. Voyage à travers le cinéma français. Ça a été décliné par la suite sous forme de série pour la télévision. Et donc, Voyage à travers le cinéma français, c'était une exploration de l'histoire du cinéma, le patrimoine du cinéma français. Voilà, d'où le lien avec le réalisateur qu'on va aborder aujourd'hui, qui est Léonide Mogui. Alors, Léonide Mogui est un réalisateur très peu connu en fait. Moi-même, quand j'ai acquis les DVD lors de la création du Palais de la Médiathèque à Puteaux, quand j'ai vu Léonide, j'ai pensé à une femme réalisatrice. Donc c'est dire que j'avais très peu entendu parler de ce cinéaste durant ma cinéphilie, ce que j'appelle ma cinéphilie. Et donc très peu connu, donc j'ai mis en rayon ces films, ces DVD, et il se trouve qu'à la Cinémathèque, il y a eu une rétrospective au mois de janvier 2020 sur l'intégralité de la filmographie de Léonide Mogui. Donc ces films étaient projetés. On va le voir tout à l'heure, sa carrière se divise sur plusieurs territoires, la France, les États-Unis, l'Italie. Et le succès a été tel que la Cinémathèque a pris la décision de reprogrammer, ce qui me semble extrêmement rare, cette rétrospective 9-10 mois après, où là aussi elle a connu un gros succès. Alors Léonide Mogui, je vais faire un lien avec un ami de Bertrand Tavernier, Quentin Tarantino. Il se trouve que Quentin Tarantino, lorsqu'il a voulu réaliser Inglourious Basterds, lorsqu'il a préparé le film, il s'est énormément documenté, il a voulu voir tous les films qui étaient tournés sur le Paris occupé. Et il se trouve que Léonide Mogui, on va le voir tout à l'heure, a réalisé un film sur l'occupation à Paris.
Donc il s'est pris, il a une certaine fascination, il s'est pris d'affection, par écran interposé si je puis dire, sur ce cinéaste. Et lors de la rétrospective du festival Lumière 2013, festival à Lyon, il a absolument voulu qu'un de ses films, l'un des moins connus, qui fut appelé Le Déserteur, on va voir tout à l'heure que ce film a changé de nom, on verra aussi pourquoi, il a voulu le programmer en fait, et c'était là aussi une réelle découverte. Donc Léonide Mogui, gros succès à la Cinémathèque. Est-ce que c'est vraiment dû à son talent de réalisateur ou plutôt au thème qu'il a abordé? Eh ben, c'est la question à laquelle va tenter de répondre Régis, que les fidèles du groupe cinéma, des rencontres cinéma connaissent bien, et qui va vous faire un petit exposé sur ce réalisateur. Léonide Mogui. Pourquoi Léonide Mogui? Eric a dit que c'était un cinéaste pas connu. J'ai envie de le corriger en disant que c'est un cinéaste oublié. Oublié parce que ça a été l'un des cinéastes les plus importants de son temps, en tout cas les plus célèbres, et aujourd'hui, effectivement, tombé dans l'oubli. Alors, je vais vous parler un petit peu de Léonide Mogui, vous dire qu'en tant que réalisateur, sa carrière s'étend sur 25 ans et il a réalisé 15 films. 15 films au succès très très important. Donc, qui est Léonide Mogui? Léonide Mogui est d'origine russe. Il est né en 1898. Alors, les sources ne sont pas très sûres puisque l'état civil aurait péri dans des bombardements, mais il serait né soit à Saint-Pétersbourg, soit à Odessa. En tous les cas, soit le 14 juillet 1898, date à laquelle on fêtait son anniversaire, ou le 14 juin. Donc il y a une certaine imprécision sur sa date de naissance. Donc il naît dans l'Empire russe de l'époque, et ce qui le conduit d'ailleurs en 1916 à s'engager en tant que volontaire auprès de l'armée impériale, malgré la débâcle du front russe. Et jusqu'à la fin de la guerre, donc il va servir l'armée impériale. Il en gardera sans doute un sentiment profond quant à la nécessité de la paix, de lutter pour la paix dans le monde, pour lutter pour le fédéralisme et aussi la mondialisation. Après la guerre, il décide de faire des études et il fait de nombreuses études. Il est diplômé de plusieurs instituts, alors institut économique comme institut juridique, ce qui lui permet de travailler rapidement dans une maison de production à Odessa, dans des studios de cinéma à Odessa, pour ses qualités administratives et juridiques. Mais rapidement, il va s'intéresser à tous les métiers du cinéma et notamment va côtoyer les plus grands cinéastes de l'époque, sachant que le cinéma russe à l'époque est l'un des plus grands cinémas au monde, réputé par son aspect novateur, pour sa technique et notamment aussi pour l'art du montage. Ce qui permet donc à Léonide Mogilevski, il s'appelle Mogilevski à l'époque, de travailler, de côtoyer Pudovkin, par exemple, Eisenstein, mais aussi des cinéastes comme Alexandrov ou Dovzhenko. Alors avec Dovzhenko, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a créé une filmothèque réunissant des milliers de mètres de bandes de cinéma, constituant un stock d'archives très important que tout de suite Mogui a voulu utiliser pour en faire des documents d'époque. Et d'ailleurs, il a monté 2 films, 2 documentaires, un en 1928 qui s'appelle C'était hier, et un autre document d'époque retraçant les grandes figures russes contemporaines avec les grands combats de l'époque. On a redécouvert ce documentaire il y a peu de temps, 90 ans après en fait, et en Ukraine, on a pu le redécouvrir, le rediffuser. C'était en 2018.
Donc, il monte aussi un moyen-métrage, toujours avec l'envie de travailler dans le cinéma, hein, basé sur un film d'Eisenstein, La ligne générale. C'était en 1930. Cette année-là, il décide de venir en France, notamment pour rejoindre sa famille. Sa mère y est installée avec notamment plusieurs de ses sœurs et son frère. Et sa mère est malade, donc il décide de venir la rejoindre. Et il propose au studio d'Odessa, de la Vovku, d'étudier un petit peu le cinéma français, le cinéma documentaire et l'organisation de l'industrie cinématographique en France. Donc il est missionné par la Vovku. Il se trouve qu'il va rester en France. Alors est-ce que son intention c'était de s'éloigner de l'industrie cinématographique russe qui était de plus en plus liée aux partis en place? Il ne l'a jamais avoué, mais c'est sans doute une des raisons de son installation en France. Alors, son installation en France, malgré tout, ne se fait pas facilement, et cela dit, il contacte les studios et va rapidement travailler comme monteur. Et petit à petit, il va devenir l'un des monteurs les plus réputés du cinéma français, de la première moitié des années 30. Sauvant notamment des films considérés comme impossibles à projeter. Je pense notamment à un film qui s'appelle Adémaï Aviateur, réalisé par Jean Taride. Jean Taride était un metteur en scène, on va dire, en chaussons. Hein. Il mettait en scène ses acteurs, soi-disant en chaussons. Il n'était pas très soucieux de la technique. Et il avait réalisé ce film qui est resté plus d'1 an sur les étagères. Il se trouve qu'on a demandé à Léonide Mogui d'essayer de remonter le film. Et grâce à sa science du rythme, de sa technique, il a réussi à en faire un film qui va connaître un immense succès, et lançant notamment la carrière de Noël Noël dans le rôle d'Adémaï. Il a remporté tellement d'argent, ce film, Adémaï Aviateur, que désormais, Léonide Mogui a la réputation d'être le chirurgien du cinéma français. Et notamment, il collabore beaucoup avec un metteur en scène aussi à la mode à l'époque, qui s'appelle Yves Mirande. Donc Yves Mirande, c'était un grand auteur de comédies mondaines, qui avait déjà réalisé plusieurs comédies de boulevard, et aussi un grand producteur. Il se trouve que Yves Mirande demande à Léonide Mogui, en 1935, de le seconder sur le tournage de Baccarat. Baccarat, typiquement justement une comédie mondaine de l'époque, mais s'inspirant de l'affaire Stavisky, qui avait eu lieu un an plus tôt. Donc avec un côté satire sociale qui intéressait là aussi Léonide Mogui. Yves Mirande, très rapidement, a laissé la technique à Mogui et même la direction d'acteur. Et petit à petit, Léonide Mogui s'est pris au jeu et on lui a reconnu justement ses qualités, et on lui a demandé très rapidement de réaliser un film à la suite du grand succès que connaîtra Baccarat. Donc, en 1936, Léonide Mogui réalise son premier film, qui s'intitule Le Mioche. Alors, Le Mioche, c'est une comédie sentimentale, mettant en vedette un grand second rôle, Lucien Barou. L'histoire, c'est un célibataire endurci qui trouve sur le palier de sa porte un jour un bébé abandonné. Et alors qu'il va normalement le laisser auprès d'une institution recueillant ses enfants abandonnés, il va s'éprendre de l'enfant et découvrir des dons paternels, on va dire. Ce film, Le Mioche, a tout de suite un immense succès, notamment en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Et d'ailleurs, aux États-Unis et en Amérique du Sud, on va en faire rapidement un remake. Donc très rapidement, les films de Léonide Mogui rencontrent un succès à l'étranger. Et ce sera le cas de tous ces films suivants.
Donc là, il est carrément lancé et rapidement, on va lui proposer de tourner d'autres sujets. On va lui mettre beaucoup d'argent sur la table pour réaliser ses films. Et son deuxième film, l'un de ses plus grands succès, ce sera Prison sans barreaux. En 1938, c'est un film sur les maisons de correction pour mineurs. Le film est très intéressant parce que on voit que Léonid Bogy a des talents pour découvrir des talents, justement. C'est un découvreur de talents, comme à l'époque le sera aussi Marc Allégret. Et pendant toute sa carrière, maintenant, il aura à cœur, justement, de faire découvrir de jeunes vedettes. Alors, déjà, dans Le Mioche, on peut voir une certaine Michèle Morgan, dans un rôle muet, mais c'est sa première apparition à l'écran. Dans Prison sans barreaux, il va faire de Corinne Lucher une star qui jouera dans ses films suivants, notamment. Il va découvrir aussi Ava Gardner, Pierre Angeli, Michel Mercier, Mylène de Mongeau, autant d'actrices qui lui devront quelque part leur carrière et avec qui il restera d'ailleurs toujours en très bons termes. Donc, en tous les cas, pour revenir à Prison sans barreaux, donc en 1938, le film rencontre un écho formidable auprès du public et notamment aussi auprès de la critique. Et il sera primé d'ailleurs à la Biennale de Venise. Permettant aussi de découvrir donc, ces actrices, Corinne Lucher, mais à côté de Corinne Lucher, comme c'est un centre de détention pour mineurs, on a plein de jeunes femmes, dont Ginette Leclerc, qui avait déjà un petit peu tourné, mais dont ce sera le vrai premier grand rôle au cinéma. Suite au succès de Prison sans barreaux, tout de suite il se remet à tourner un autre film qui sera aussi un mélodrame très intéressant qui s'appelle Conflit, là encore avec Corinne Lucher et des comédiens plus confirmés comme Annie Ducot. Alors c'est un mélodrame très intéressant qui a pour toile de fond l'avortement. Donc là aussi, ce film révèle le goût de Léonid Bogy pour s'attacher à des sujets sociétaux en prise directe avec l'actualité. Nous sommes en 1938, un film sur l'avortement, on peut craindre la censure. D'ailleurs, ces films ont fait souvent, les films de Léonid Bogy ont fait souvent les sujets des coupes de la censure d'État, mais aussi la censure de l'Église catholique, qui était très puissante dans le cinéma jusque dans les années 60. Bon, le film Conflit, là encore, remporte un très grand succès. Techniquement, c'est un film qu'il faut absolument découvrir parce que il touche... On pourrait penser à un film américain dans sa mise en scène. Et comme c'est un mélodrame, on va penser aussi rapidement au grand mélodrame américain de l'époque, ceux de John M. Stahl, et puis plus tard de Douglas Sirk. On est proche du mélodrame flamboyant des années 50, des mélodrames flamboyants hollywoodiens. Donc voilà, Conflit, un film un peu oublié là aussi aujourd'hui, mais à redécouvrir absolument. Succès, là aussi le film remporte un succès à l'étranger et est l'objet de remake, comme l'a été d'ailleurs Prison sans barreaux. Il enchaîne rapidement sur un autre film qui s'intitule Le Déserteur. Alors nous sommes en 1939, autant dire que le titre... ça titille, ça bouscule un petit peu. Le film sort au printemps 39. Il va ressortir à l'automne 39, mais sous un autre titre, Je t'attendrai. Et ressortant encore au printemps 40, parce que même si le film connaît un grand succès critique, il ne connaît pas un grand succès populaire. Donc... on va chercher régulièrement à le ressortir, mais tantôt les événements politiques de l'époque empêcheront sa sortie, tantôt là aussi ce sera la censure allemande, puisque
les Allemands empêcheront le film de ressortir à partir de 1940. Et puis, à la Libération, eh bien, on empêchera le film de ressortir, puisque son actrice principale, c'est Corinne Luchaire, qui est frappée de 10 ans d'indignité nationale. Donc, Le Déserteur, je t'attendrai, est un film qui n'a pas rencontré de réel succès populaire, mais ça a été un grand succès critique parce que c'était là aussi une performance technique et scénaristique, puisque c'est un film qui se passe en unité de temps et d'action, de lieu et de temps, pardon. Donc la durée à peu près de l'action, c'est à peu près 2 heures à 3 heures, et le film dure un peu plus d'1 heure et demie. Les vedettes donc sont Jean-Pierre Aumont, jeune vedette de l'époque aussi, et Corinne Luchaire. Un film là aussi absolument à redécouvrir, et comme l'a dit Eric précédemment, Quentin Tarantino a demandé à voir ce film lors du Festival Lumière en 2013, parce qu'il s'intéressait énormément au travail de Léonide Mogui. Alors pourquoi Tarantino s'est intéressé à Léonide Mogui? Parce qu'il avait découvert ces films américains. Et là on arrive à la période américaine de Léonide Mogui. Nous sommes en 1940, Léonide Mogui voit qu'il ne peut plus travailler en France. Il arrive à tourner, avant son exil, encore un dernier film qui s'appelle L'empreinte du Dieu, qui sera l'un des plus grands succès de l'occupation, malgré que son nom ne soit pas sur l'affiche. Alors que, désormais, c'était acté, son nom sur l'affiche attirait les foules. Eh bien, L'empreinte du Dieu, donc on ne sait pas que c'est Léonide Mogui qui l'a réalisé, il va connaître un succès considérable. Donc il s'agit là aussi d'un mélodrame, et notamment sur le sujet des fimères, sujet qu'il reprendra par la suite dans sa filmographie. Donc, en tous les cas, il quitte la France pour arriver aux États-Unis. Et aux États-Unis, bien sûr qu'il va se rapprocher de la communauté française, mais aussi de la communauté russe qui œuvre à Hollywood. Alors, c'est compliqué de faire sa place à Hollywood parce qu'il y a justement beaucoup de cinéastes venus se réfugier. En l'occurrence, on lui confie tout de même la réalisation en 1942 d'un film sur la résistance française. Ce sera l'un des premiers films sur la résistance française, qui s'appelle Paris After Dark, avec George Sanders. Le film connaîtra là aussi un grand succès aux États-Unis, la critique le considérant comme l'un des films les plus excitants de l'année. Sur ce succès, on lui propose de tourner un autre film sur la résistance, qui s'intitulera en français Intrigue à Damas, film là aussi que Tarantino a beaucoup s'y est beaucoup intéressé, et s'en est même inspiré pour un film suivant, enfin un de ses films, Inglourious Basterds, dans la réalisation d'une de ses scènes. Tarantino d'ailleurs rendra encore hommage à Mogui en intitulant un des personnages de Django Unchained, il l'intitulera Mogui. C'est dire l'attachement qu'il a à ce cinéaste. Donc voilà un autre film sur la résistance, en tout cas Intrigue à Damas, qui est plutôt une comédie d'espionnage. À la suite, on lui propose de tourner un film noir. Alors, c'est pas son style, le film noir, à Léonide Mogui. Tous les personnages qui sont sur l'écran sont des personnages négatifs. Or, Mogui est déjà réputé pour être un cinéaste de la bonté. C'est son surnom, le cinéaste de la bonté, c'est un cinéaste optimiste. Cela dit, il réalise cet exercice de style. Ce film s'intitule en français « Tragique rendez-vous », et il a surtout le mérite de faire découvrir une star, en tout cas une actrice qui va devenir une des plus grandes stars du cinéma, c'est Ava Gardner, qui va dégager très rapidement dans le film un immense sex-appeal. Nous sommes en 1946. Là-dessus, sur ces 3 films réalisés à Hollywood, il sent que
sa carrière doit se situer plutôt en France et il revient en France, sentant que voilà, Hollywood c'est quelque part aussi une prison sans barreaux. Et il a besoin tout de même d'une certaine liberté, Léonid Moguy, pour s'exprimer. Donc il revient en France, il se trouve qu'en France, l'industrie cinématographique est en peine, quasiment ruinée, avec un outil de production qui date de 15-20 ans, avec peu d'argent. Il réussit à monter un projet sur un roman à la mode, d'un romancier à la mode, Pierre Benoît. Le film s'appelle Bethsabée, avec Daniel Darieux et Georges Marchal et Paul Meurice. Donc des vedettes importantes. Mais le film, même s'il va rencontrer là pour le coup un grand succès populaire, avec plus de 3 millions d'entrées, la critique va commencer à faire la fine bouche. Alors pourquoi ? On peut imaginer que le film peut paraître aujourd'hui un peu désuet, mais c'est aussi sans doute que Daniel Darieux revenait aussi d'Hollywood et la critique était un peu féroce pour ces artistes qui s'étaient réfugiés aux États-Unis, laissant tomber un petit peu la production française de l'époque. Il y avait un petit peu un côté revanchard, sans doute, dans les critiques. Bon, en tous les cas, il connaît un grand succès avec Bethsabée, en tous les cas un succès populaire. Il monte rapidement un projet sur ses préoccupations sociales, Léonid Moguy, et notamment sur l'éducation sexuelle donc des jeunes, des plus jeunes. Il cherche à monter le projet en France, mais il rencontre tout de même des réticences de la censure. Et finalement, il trouve une production italienne pour financer le projet. Ce film sera Demain, il sera trop tard. Et il va lancer là encore une vedette qui va être Pier Angeli. Ce sera son premier film et ça va devenir une immense vedette des années 50. Le film va sortir en 1949. Elle a 17 ans. Sur un sujet tabou de l'époque, c'est-à-dire l'éducation sexuelle. Donc là encore, on est dans le mélodrame, teinté de néoréalisme italien, très en vogue à l'époque. Le film rencontre un succès phénoménal en Italie. Il va remporter plus d'1 milliard de lire alors qu'il n'en a coûté que 100 millions. Donc très rapidement, le cinéma italien fait confiance à Léonid Moguy et on va lui donner la possibilité de réaliser un nouveau film. Et ce film, il l'intitulera Demain est un autre jour, alors en référence à son succès précédent, mais aussi à la dernière réplique d'Autant en emporte le vent. Donc le succès sera sans doute moindre, mais tout de même, il permet à Pier Angeli de rejouer dans son film. Et le succès peut s'apparenter à un film à sketch, très à la mode à l'époque, et avec comme toile de fond le suicide. Pourquoi notamment des femmes sont appelées à en arriver à cette solution ultime qu'est le suicide. Donc là encore, une préoccupation très sociétale pour Léonid Moguy. Alors, retour en France pour Léonid Moguy. On lui propose de tourner encore ses derniers films. Ça va être Les Enfants de l'amour, qui va rencontrer là aussi un grand succès populaire, mais par contre la critique ne suivra plus à partir de ce moment-là Léonid Moguy, considérant que Léonid Moguy se désintéresse notamment de la technique pour ne s'attacher qu'à un cinéma à thèse et à juste un découvreur de talent. Et c'est ce qu'il va s'attacher à faire, c'est de découvrir de nouveaux talents. Donc Les Enfants de l'amour, ce sera Echika Churro, qui sera une grande vedette de l'époque. C'est un film sur les mères célibataires. Ensuite, il réalisera Le long des trottoirs, qui est un film sur la prostitution. Là aussi, il va découvrir une nouvelle artiste, Danik Pattinson. Puis, ce sera un film qui s'intitulera Donnez-moi ma chance,
qui est un film sur le miroir des alouettes, qui représente les dangers du végétariat. Et donc là, il va lancer notamment Michel Mercier. Et puis un dernier film, alors là sur le danger nucléaire, et on sera au tout début des années 60. Le film s'intitulera Les hommes veulent vivre. Un film qu'il aura eu beaucoup de mal à monter, qu'il aura cherché à monter pendant des années, dans son souci d'œuvrer pour la paix et de lutter justement contre la bombe atomique et donc le danger nucléaire. Dernier film pour Léonid Mogui, son 15e film. Il cherchera à continuer à réaliser des films, mais il ne trouvera plus de producteur. Il aura un dernier grand projet qui va le conduire jusqu'à la fin de sa vie. Ce sera un film qui devrait s'intituler S'unir ou périr, et qui devait consister en un montage de plusieurs scènes reliant les peuples entre eux. Et il a dû abandonner faute de moyens et faute de temps, puisque Léonid Mogui va disparaître en 1976, le 21 avril, entouré des siens, de ses proches. Comme c'est un cinéaste de la bonté, il a toujours attiré à lui les artistes de son temps, les chouchoutants, on va dire, avec bienveillance. Et Léonid Mogui, voilà, il a reçu les plus grandes récompenses de son temps. Il a été le plus célébré. Il a connu le plus grand des succès. Et à partir, on va dire, de la nouvelle vague, et donc des années 70, son œuvre est complètement tombée dans l'oubli. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de redécouvrir ces films qui font appel aux émotions, au cœur. Et même si certains de ces films peuvent paraître désuets aujourd'hui, il faut les restituer dans leur contexte, puisqu'il parle des grands sujets d'actualité de son époque, et ça permet de mieux comprendre aussi où on en est aujourd'hui. Donc Léonid Mogui est un cinéaste très important du cinéma français, mais pas seulement, puisqu'il est venu de la Russie pour tourner aux États-Unis, avec toujours le plus grand intérêt des professionnels du cinéma. Donc Léonid Mogui, un cinéaste à redécouvrir absolument. Voilà, je remercie notre intervenant du jour, Régis, qui a apporté plein de précisions donc, sur ce cinéaste oublié. Alors il me semble intéressant de faire un petit focus sur 5 films issus de sa filmographie, 5 œuvres importantes de Léonid Mogui. Laissez-la marcher seule. Écoutez-moi, mademoiselle Rémy, voulez-vous l'amener ici? Une malheureuse. 3 tentatives d'évasion en 6 mois. Elle prétend qu'elle est innocente. D'où sort-elle? De quel milieu? Mais d'un milieu pas mal. Elle emploie pourtant un drôle de langage. Ah c'est ici qu'elle l'a appris. Sa mère est une veuve, remariée. La petite affirme que son beau-père a voulu abuser d'elle. C'est tout de même pas pour ça qu'elle est ici. Si. Après la première tentative du beau-père, la petite est allée au commissariat de police. Là, on l'a sermonnée et on l'a ramenée chez ses parents. 8 jours après, le beau-père a recommencé. Même commissaire, même comédie, et ainsi de suite, jusqu'au jour où le commissaire l'a gardée. Eh bien, au tribunal, sa mère l'a chargée. Par jalousie, probablement. Et la petite a été envoyée ici jusqu'à sa majorité. Quel âge a-t-elle? 17 ans. Dis ta femme, bon voyage, donne-moi l'adresse de ton coiffeur. Comment qu'elle est ta permanence? Ils t'ont eu quand même, hein? Que c'est que les innocentes? Oui. Et ben moi, en tout cas, je suis pas comme vous, j'ai foutu le camp. Ta gonneuse. Je suis innocente, et tu? Oui, c'est là. Très bien, merci. Approche-toi. Allons. Qu'êtes-vous? Je suis la nouvelle directrice.
Non, la mère Appel n'est plus là? Madame Appel est toujours là. Naturellement. Je croyais qu'on l'avait mise hors vue. Sois pas grossière, ça ne te va pas. Et approche-toi. Je vous connais pas. Bien sûr, je suis arrivée pendant que tu étais en villégiature. Les vieux tourne dos, on en profite toujours pour faire des innovations. La dernière fois, on avait changé des assiettes, mais on mangeait toujours de la merde. Cette fois-ci, c'est la directrice qu'on change. Merci pour la comparaison. Pas de quoi? Tu vas me raconter ton évasion. J'aime beaucoup les récits d'aventure. Ça va. Envoyez-moi au cachot et mettez-moi au pain et à l'eau. Et faites-moi sortir Voilà, donc un extrait de Prison sans barreaux. La scène que j'ai sélectionnée, c'est la scène où apparaît Corinne Lucher. J'étais impressionné, je ne connaissais pas le film, enfin je le connaissais mais je ne l'avais pas vu, mais de voir cette comédienne apparaître à l'écran, j'ai trouvé son jeu extrêmement moderne, assez incroyable quand même, qui me fait penser un peu à l'apparition de Jean Seberg dans Un bout de souffle, une vingtaine d'années plus tard. Alors Corinne Lucher, on en a entendu parler grâce à Patrick Modiano, en fait, parce que Patrick Modiano, vous savez que c'est comme l'écrivain qui parle beaucoup de ses souvenirs. D'ailleurs, on a son livre à la bibliothèque, donc c'est Livret de famille. Voilà, je présente la tranche puisque bon, on a un exemplaire de l'ancienne bibliothèque de la mairie, ce qu'on appelait la bibliothèque centrale, en fait, où le livre était complètement cartonné ou autre. Donc Corinne Lucher, en fait, voilà ce que disait Patrick Modiano à propos d'elle. Il disait: il s'agit d'une sœur imaginaire, une jeune actrice de cinéma morte à 28 ans en 1950 de tuberculose. Elle était la fille du journaliste Jean Lucher, fusillé en février 1946 pour collaboration. Dans un certain sens, elle a été une victime de l'aventure dans laquelle s'était fourvoyé son père entre 1940 et 1944. Voilà, Corinne Lucher, qui aura une carrière du cinéma extrêmement brève, qui tournera 3 fois, comme on vous l'a dit, avec Léonine Mogui, celle qu'on comparait un petit peu à Greta Garbo. Alors, Prison sans barreaux, donc voilà, nous avons le DVD à la médiathèque, voilà, je le réinstalle. Prison sans barreaux est venue, comme vous l'a dit Régis, d'une loi de Léon Blum, en fait, qui consistait à recadrer les instituts, les maisons de correction. Et cette loi du 13 août 1936 visait à créer un cadre d'éducateurs pour les maisons d'éducation surveillées, chargés du maintien et de la discipline, de la rééducation morale, mais aussi de la formation professionnelle. En fait, dans cette démarche de Léonine Mogui, comme on l'a donc expliqué, Léonine Mogui pensait qu'il fallait faire preuve de compréhension, de bonté, voilà, le terme a été utilisé, envers ces jeunes femmes qui se retrouvent enfermées, incarcérées, parce qu'on est proche presque d'un pénitencier, on voit que ça rigole pas tous les jours, dans cet institut, en fait. Donc c'était vraiment une volonté, cet objectif qu'aura toute sa vie Léonine Mogui, de faire du cinéma, mais de témoigner, de faire passer, de véhiculer des messages en quoi, cette volonté un petit peu de transformer cette société française. Donc le film est dialogué par Henri Janson. Le rapport entre Henri Janson et Léonine Mogui ne sera pas forcément simple. On sait que Léonine Mogui aime bien avoir la maîtrise de ses techniciens, de ses scénaristes et de ses acteurs. Donc il y a cette anecdote, il fera enfermer Henri Janson pour qu'il puisse écrire, et Henri Janson appellera les pompiers pour le délivrer. En fait, voilà, les pompiers viendront le délivrer, Henri Janson créera au fou. Une anecdote que j'ai trouvée dans un livre un livre très important d'Éric Antoine Lebon qui s'appelle Léonine Mogui, aux éditions L'Harmattan, et qui nous a apporté beaucoup d'informations, car c'est à ma connaissance le seul ouvrage sur Léonine Mogui. Donc un citoyen du monde au pays du cinéma, qui a été fait en collaboration avec la fille de Léonine Mogui, Katia Mogui, qui a apporté une iconographie, vraiment beaucoup de photos qui sont extrêmement rares et extrêmement intéressantes. Donc on vous l'a dit, gros succès de Prison sans barreaux, avec une presse extrêmement positive, excepté Lucien Rebatté. Lucien Rebatté trouvera que c'est une étude extrêmement guimauve sur le monde des maisons de surveillance, d'éducation. Lucien Rebatté, qui aura quelques problèmes
à la Libération, puisque c'est un critique extrêmement antisémite, et un critique qui, paradoxalement, sera aussi l'un des maîtres à penser de François Truffaut par rapport à ses analyses de films. Alors, dans Pigeon sans barreaux, on peut voir un personnage de femme. En fait, c'est un personnage qui est incarné par cette actrice qui s'appelle Annie Ducot, qui est cette femme qui va venir donc dans le pénitencier et qui va affronter la directrice en place parce qu'elle veut apporter des méthodes, des réformes par rapport à l'idée qu'a le réalisateur Léonide Mogui sur les maisons de surveillance, d'éducation, en fait, de faire preuve de compréhension, de bonté, de comprendre, d'excuser les comportements et non pas uniquement de sévir, d'être dans la répression. Et en fait, on retrouve cette héroïne qui va être dévouée de manière inconditionnelle, de manière obsessionnelle. Cette femme, que ce soit donc cette nouvelle directrice ou alors une assistante sociale le long des trottoirs. Donc ces figures de femmes qui vraiment défendent les causes féminines, et ça sera une figure qu'on retrouvera dans tout le cinéma de Léonide Mogui. Tout à l'heure, on sera peut-être mort. Qu'est-ce que ça peut te faire? Alors, je vais la revoir avant. Tu l'aimes tellement? Je me fous exactement de tout le reste. Oui, c'est ce qui m'inquiète, c'est que moi, je fais partie de ce reste-là. Mais c'est des nôtres! Prends-moi ça, tu fais pas, je vais faire vite. Mais écoute-moi, il y en aura peut-être pour moins longtemps qu'on a dit, hein. Oui. Prends-leur avec moi. Oui. Tiens. Et reviens dans 1 heure. N'oublie pas que je trinque avec toi. J'oublie pas. Et puis tu sais, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et tu m'as rien dit. Mais si, que t'étais cocu. C'est pas vrai. D'accord, vous n'allez pas faire la gueule parce que je l'ai laissé partir, non? La gueule, moi? Il est parti embrasser son père et sa mère, c'est naturel. Pas naturel. S'il revient pas, ça va drôlement barder pour ton matricule. Ah, je connais Paul. Pas pour ça. Ouais. Allez, en route, allez! Voilà, donc c'était un extrait du film Le Déserteur, 1939. Alors, comme on vous l'a aussi expliqué, il n'a pas pu garder ce titre. Sortir un film en 1939 intitulé Le Déserteur, c'était vraiment problématique. Donc le film est ressorti. Je t'attendrai, c'est le nouveau titre. C'est d'ailleurs la Gaumont qui l'a édité aujourd'hui en DVD, qui a remasterisé le film. Donc on voit vraiment les qualités esthétiques de ce film. Vous voyez là, le soldat part dans la brume. Une ambiance très réalisme poétique, une ambiance aussi due à la musique d'Arthur Honegger en fait.
voilà, qui a composé la musique. On trouve au scénario Marcel Achard également. Alors je dis en plaisantant que c'est peut-être, bon, ce film plaît beaucoup à Quentin Tarantino, mais c'est peut-être le film, c'est une boutade, hein, je vous le dis quand même, qui a influencé peut-être la série 24 heures chrono, voilà, une grande série des années 2000, puisque cette série se passait en temps réel. Et je crois que dans l'histoire du cinéma, c'est vraiment le premier film où il y a une unité de temps. Le film dure 1h30 et c'est pendant 1 heure, le soldat aura pendant 1 heure donc le loisir, hein, donc l'histoire, voilà, il part au front, le train s'arrête parce qu'il y a un problème sur la voie ferrée qui a été bombardée, on lui dit le train va être immobilisé pendant 1 heure, il se trouve que le soldat incarné par Jean-Pierre Aumont connaît cet endroit puisqu'il est juste auprès du village dans lequel il a vécu, le village où habitent ses parents, où habite sa fiancée, Corinne Bucher, donc on retrouve une 3e fois, donc dans le cinéma de Moghi, et il va profiter de cette heure pour aller retrouver ses parents, pour aller retrouver sa fiancée qui ne lui répond plus, à ses courriers. Donc un film voilà, précurseur quand même, hein, vraiment novateur au niveau de sa forme, quelque part, de cette idée de respecter le temps réel. Bon, évidemment, c'est des conventions, hein, il y a toujours une distorsion temporelle. Hein. Autant Jacques Bauer traversait tout Los Angeles en 1 heure, là on voit le soldat qui va aller au village, qui va parler à ses parents, qui va aller dans une sorte de cantine, et tout ça se passe en 1 heure, ce qui est totalement... sur un plan réel, totalement impossible. Hein. Mais bon, voilà, c'est les conventions que plusieurs cinéastes adopteront par la suite, par cette idée. On peut penser à Hitchcock aussi sur la corde, entre autres. Voilà, donc Le Déserteur, que je vous invite à redécouvrir pour ce dispositif narratif, mais pour ses qualités esthétiques, par l'intermédiaire du DVD à la médiathèque. J'ai soif. Dieu, que j'ai soif. Tiens, comédienne, demain ton père vient te chercher et on sera débarrassé de toi. Non, mon père, non. Non, ne lui dites rien. Ne fais donc pas tant d'histoire. Inutile de jouer les malades. Tu essaies de nous attendrir, toi qui es devenu le déshonneur de ta famille. Tu pleurais moins quand tu étais avec ton Francesco en train de te faire embrasser. Comment est-elle? Allons, Mialla. Reposez-vous et soyez tranquille. Demain, quand votre père arrivera, c'est moi qui lui parlerai. Non, non, ne lui dites rien. Il ne faut pas qu'il sache. C'est promis, on ne lui parlera de rien. En attendant, il faut être sage. Cet enfant est très fiévreuse. Il est absolument urgent d'appeler le docteur et donnez-lui un calmant. J'ai peur que nous n'ayons rien à l'infirmerie. Je vais demander conseil à la directrice. Je vais envoyer chercher mademoiselle Anna. Espérons qu'elle n'est pas partie. Monsieur Landy. Monsieur Landy. Non, monsieur Landy. Mon père, non. Surtout empêchez-le de venir ici. J'ai si peur de lui. J'ai peur qu'il vienne. Va-t'en! Va-t'en! Mirella! Va-t'en! Va-t'en! Mirella! C'est moi, ton Francesco. Non, va-t'en! Demain, il sera trop tard, qui est le premier film tourné en Italie, voilà, sur un sujet sensible, l'éducation sexuelle en fait. Alors voilà, maintenant on va aborder dans les 3 films là qui vont venir des problèmes de société à travers le cinéma de Léonide Moghi. Et c'est vrai, bon, je fais un peu comme Tavernier, ça me renvoie un petit peu à mon parcours personnel, familial. Voilà, sans trop me dévoiler, voilà, je me souviens de ce que disaient mes parents par rapport à l'éducation sexuelle, par rapport aux films, enfin bon, beaucoup de choses me sont revenues à l'esprit en fait, hein, puisque moi j'ai grandi quand même à la fin des années 60 et au début des années 70, où c'était quand même la morale catholique était assez prégnante, hein. Donc c'est une morale catholique qui a validé donc ce film de Léonide Moghi, alors qui tirait d'un livre, hein, L'épopée du faubourg d'Alfred Machard,
livre totalement introuvable aujourd'hui. On peut trouver le texte sous forme de e-book. C'est un petit peu dommage parce que les couvertures illustrées de l'époque sont quand même extrêmement intéressantes. Et bon, comme tous cinéphiles, je suis un peu fétichiste, donc j'aurais eu cette idée de posséder le livre. Alors bon, le film est quand même produit par un très très grand producteur italien, hein, Angelo Risoli, qu'il faut citer parce qu'il produira Fellini, Antonioni, Pasolini. Il sera à l'origine quand même de ce film important, très très important de la société italienne avec les réactions qu'il va provoquer, je pense à la Dolce Vita. Voilà, donc un film qui est validé quand même par la morale chrétienne, hein, puisqu'on parle des amours adolescents et surtout des adolescents qui ne sont pas formés, éduqués sur l'éducation sexuelle. Bon, le discours a un petit peu vieilli, hein, parce que bon, voilà, on voit l'institutrice quand même qui tient un discours du type voilà, il ne faut pas laisser les jeunes sans défense par rapport aux images que l'on peut voir fleurir, aux publicités dans les années 50. Bon, c'est un discours un petit peu moralisateur, un discours moins moralisateur certes que peut tenir la directrice de cette maison de vacances là où se situe la deuxième partie du film, mais on voit quand même que c'est assez ancré dans des traditions italiennes. Alors moi personnellement, je ne connaissais pas ce film, hein, je l'ai découvert. C'est vrai qu'on pense au néoréalisme, c'est clair. Bon, il y a aussi la participation des professeurs, c'est quand même pas incarné par un comédien n'importe lequel, c'est quand même Vittorio De Sica, hein. Voilà, quand même le grand réalisateur italien du voleur de bicyclette, hein, qui est à l'origine avec Rossellini du néoréalisme, hein, voilà, ou autre. Je l'ai trouvé beau, extrêmement beau, esthétiquement. Bon, ça n'a pas la profondeur psychologique, ça n'a pas la noirceur, la portée des grands films du néoréalisme, hein. Je pense que ça doit naviguer avec une certaine forme d'héritage du néoréalisme, mais aussi certains films populaires italiens qui sont également liés à des romans photos, une petite amourette entre adolescents qui pourrait mal se terminer. Bon, mais tout rentre dans l'ordre avec la morale. Et c'est l'occasion, comme vous l'a dit Régis aussi, de découvrir une comédienne parce que Léonine Mogui a découvert beaucoup d'actrices, hein, et d'ailleurs on peut dire que c'est un cinéaste des femmes, hein. J'ai l'impression que j'en ai eu, moi en voyant les quelques films, il y a quand même de super portraits de femmes, des femmes qui sont quand même bien filmées aussi, on voit que les chefs opérateurs qu'il a eus ont fait un travail soigné, et là on découvre la jeune Anna Maria Pierangeli, qui va s'appeler Pierangeli par la suite, puisqu'elle va pas tarder à avoir une carrière américaine. Elle aura une liaison avec Kirk Douglas, une liaison, semble-t-il, on peut mettre le doute, avec James Dean, mais enfin bon, les photographes vont quand même faire beaucoup de reportages sur sa relation avec James Dean. Donc une jeune comédienne qui va démarrer à l'écran tout en sensibilité, tout en finesse, avec de la naïveté, mais bon voilà, c'est aussi les conventions dramaturgiques, si je puis dire, du cinéma italien populaire, grand public de l'époque. Bonjour tout le monde, ça va? Bonjour, Olivia. Bonjour, petit poignet. Alors, ça pose. Mais qu'est-ce que vous venez faire? Vous savez bien que c'est défendu. Oh, mademoiselle, quelques instants. On venait juste dire au revoir à Nicole. C'est très gentil à vous. Alors, ta mère, elle t'emmène chez elle avec ta petite gamine? Je crois. Elle t'a donc encore rien dit? Non, pas encore. Oh, je sais bien qu'elle ne voudra pas que je garde ma fille avec moi. J'irai peut-être la voir de temps en temps. Chez sa nourrice. Tu vas voir ta grand-mère? C'est très gentil, une grand-mère. Ne touchez pas ce soir. Nous sommes forts. Vous savez bien dire les besoins, les besoins. Ah, ma pauvre fille. Il me tarde que tout ça soit fini. Cette honte sur nous. Regardez votre petite fille. Elle est superbe. Ce n'est pas ma petite fille. C'est une étrangère pour moi. Madame, comment pouvez-vous dire? Un enfant hors mariage, chez nous, est un objet de scandale. Ce que vous dites est monstrueux. Non, c'est un fait. Une fille qui a un enfant naturel est une fille perdue. Et quand tout le monde pensera autrement, je penserai autrement, moi aussi. Aujourd'hui, cette conception est dépassée, madame. Peut-être. En attendant, je dois protéger ma fille. Cet enfant ira à l'assistance publique. Oh, vous n'avez pas le droit. C'est mon droit absolu. Il n'y a rien dans la loi qui empêche les parents de mettre à l'assistance l'enfant de leur fille mineure. Vous voulez lui enlever son enfant? Pour son bien. Je dois préserver son avenir, afin qu'elle puisse se marier un jour, avoir des enfants, des vrais.
Prenez votre enfant dans vos bras et serrez-le bien fort. Ne cherchez pas à l'attendrir, c'est inutile. Faites très attention à ce que vous allez faire, Nicole. Vous êtes une mère maintenant. C'est votre enfant. Gardez-le. Gardez-le bien. Mais mademoiselle... Ça suffit. Suis-moi, Nicole. Si vous abandonnez votre enfant, Nicole, toute votre vie, vous le regretterez. Maman! Je ne peux pas faire ça! Je ne peux pas! Oh, je t'en prie. C'est pas le moment de pleurer. Vous parlez un peu de moi encore, mais c'est vrai que cet extrait-là, on découvre Mylène de Mongeau quand même, voilà, puisqu'on vous l'a répété maintes fois que Léonine Mogui a découvert beaucoup de jeunes actrices. D'ailleurs, il y a plein de jeunes filles qui lui écrivaient des courriers jusqu'à la fin de sa vie. Donc Mylène de Mongeau, voilà, qui est une fille mère, et moi personnellement, ça me rappelle ma grand-mère qui stigmatisait à l'époque les filles mères, toutes ces femmes qui avaient des enfants sans être mariées. Elle disait d'ailleurs qu'elles avaient la vie dure et que c'était mérité. Voilà, ça c'est dans la morale un petit peu conservatrice dans les années 40-50. Voilà, donc le film c'est Les Enfants de l'amour, tiré aussi d'un roman de Maryse Kerlin, en fait, qui s'appelait Ventre maudit, qui porte bien son nom. Voilà, donc Les Enfants de l'amour, où on est dans un institut qui reçoit des jeunes femmes, voilà, qui vont accoucher, qui se retrouvent seules et qui sont recueillies. Hein. Donc là, sur le livre que je vous ai indiqué, derrière Antoine Lebon, il y a beaucoup d'anecdotes, comment on faisait en sorte que ces comédiennes avaient le ventre arrondi. Et c'est l'occasion de découvrir une comédienne aussi qui s'est illustrée avec Jean-Pierre Mocky dans un film d'Antonioni. Oui, il faut quand même, n'oublions jamais, j'aime bien le rappeler systématiquement, que Jean-Pierre Mocky a eu une carrière de comédien en Italie avec de très grands réalisateurs comme Antonioni. Hein. Le film s'appelle Les Invaincus. Voilà, alors revoir aujourd'hui Les Enfants de l'amour, j'exprimerai peut-être quand même une petite critique. Il y a Jean-Claude Pascal qui allait démarrer sa carrière de chanteur quelques années après, qui tient un discours. Il y a toujours cette idée d'utiliser des personnages comme des porte-paroles de ce que veut faire passer comme message Léonine Mogui, et je trouve ça un peu didactique. Hein. Voilà, donc là aussi il tient un discours, alors surtout pas contre l'IVG, en faveur de l'IVG et de l'avortement, puisque là le film aurait été complètement censuré, hein, on est quand même dans les années 50. Hein. Donc voilà, il n'y a surtout pas une critique, il y a quand même une critique de l'avortement, c'est ce que je voulais dire. Et donc il dit que les enfants doivent être désirés, doivent être aimés. Voilà, donc là aussi on revient à cette idée d'éducation sexuelle, voilà, pour un petit peu raisonner les parents et de bien réfléchir à ce qu'ils font. Donc quand même un discours assez moralisateur quelque part dans ce film des années 50. Entrez. Je viens vous faire une petite visite. Comme ça. En copain. Ah. Vous allez faire des enveloppes toute votre vie? J'espère que non. Ce que je voudrais, c'est trouver un vrai travail. Ça, c'est pas commode. Il vous reste encore un peu d'argent? Presque rien. Heureusement que vous m'avez aidé. Justement, je suis venu vous voir à ce sujet. Voilà, je vous ai fait une avance. Manque de peau, j'ai des ennuis. Un coup dur. Enfin quoi, j'ai besoin de mon argent. On m'a parlé d'une place du côté de la République. Si ça marche, je vous rembourse tout de suite, je vous promets. Moi, si vous voulez, je vous présenterai un de mes amis qui dirige un cabaret, la Lune Bleue à Montmartre. Je suis sûr qu'il vous engagerait. Qu'est-ce que je devrais faire? C'est pas malin. Faire boire les clients. Entraîneuse. Bah quoi, c'est un métier comme un autre. Non, je veux pas faire ça. Et puisque vous n'aurez rien à faire, on écoute, le client parle. Plus il parle, plus il a soif. Non, je peux pas. Et puis c'est pas un métier honnête. Honnête. Et de me laisser dans la débine quand tu me dois du fric, tu crois que c'est plus honnête? Allez, vous verrez, ça n'a rien de terrible. D'abord, c'est une boîte tout ce qu'il y a de plus chic. Laisse-la tranquille, elle a rien à faire de tes combines, faut lui la paix. Toi, je te demande pas ton avis. L'écoute pas, tout ce qu'il peut proposer, c'est des trucs à la manche. Tu vas la boucler, oui? Excusez-moi. Je t'aurais prévenu, fais attention à toi, hein. Laissez le gosse. Je te défends de me déranger quand je travaille. Compris? Dernier avertissement. Compris? Espèce d'anto, il va.
lui en vouloir, elle est jalouse. Cette place à la lune bleue, c'est son rêve, depuis toujours. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Elle a pas la classe. Tandis que vous... Tenez, regardez-vous. Voilà, à travers cette scène, vous voyez la vulnérabilité de la jeune fille, hein, bon, ce qui était quand même peut-être un schéma classique dans les années 50, ces jeunes filles qui montaient à Paris, qui étaient complètement désœuvrées et qui tombaient sur la coupe d'hommes qui étaient des souteneurs. Voilà, donc les deux comédiens que vous avez vus dans cette scène s'appellent Danick Pattison, encore une découverte de Léonine Mogui. Elle tournera dans l'un de ses films par la suite, et aussi un comédien qui s'appelle Pierre Fromont. Voilà. Alors, Le long des trottoirs aborde le thème de la prostitution. On sait que dans les années 50, il y avait beaucoup de prostituées. Il y avait 50 000 jeunes femmes, rien qu'à Paris, qui se prostituaient, qui étaient donc dans la rue, victimes, si je peux dire, des méthodes répressives de la police, puisque la loi Marthe-Richard, en 1946, a eu pour conséquence de fermer les maisons closes et surtout de lutter contre le racolage et le proxénétisme. Alors, on a souvent accusé Léonine Mogui de récupérer comme ça des thèmes un petit peu racoleurs pour faire vendre quelque part, hein, pour accrocher le public. Alors, malheureusement, c'est vrai quand on voit la jaquette du long des trottoirs, hein, la jaquette vidéo, donc c'est grâce à René Château que je remercie, qu'on remercie tous d'avoir édité ces films. Et en fait, voilà, on voit donc cette jeune actrice avec un décolleté. Alors derrière, c'est encore pire, on voit des photos. Alors je ne pense pas que c'est la faute de l'éditeur, mais je pense qu'il a pu récupérer ce qu'il a pu comme photo, comme jeu d'exploitation. Et on voit cette actrice dans des scènes qui ne sont pas dans le film d'ailleurs. Voilà, qui sont des scènes un petit peu racoleuses qui permettaient certainement d'attirer un public. Hein. Voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a eu beaucoup de films dans les années 50 sur la prostitution. Je pense au Désert de Pigalle de Léo Janon, Marchand d'illusions de Raoul André. Bon, ce sont des films intéressants. Il y en a eu d'autres, plus de série B, si je peux appeler ce type de cinéma série B, voilà, qui était quand même destiné aussi à racoler, parce que qui dit prostitution, voilà, dit souvent voilà, jeune femme à l'écran. Alors là, je vous parlais dans l'un des premiers films Prison sans barreaux de cette femme qui a pour objectif d'être comme ça le porte-parole des conditions féminines, de défendre ses idées, et là c'est le personnage d'Anne Vernon, voilà, Anne Vernon qui sera célèbre grâce à Jacques Becker, hein, pour Antoine et Caroline, ce sera la Caroline de ce film, qui va vouloir vraiment sortir cette jeune fille qui sombrera dans la prostitution par nécessité, par dépit, vouloir donc la sortir des trottoirs, en fait, voilà, puisqu'elle va reprendre les trottoirs, d'où le titre du film. Voilà, c'est aussi une critique quand même sur la bourgeoisie, hein, voilà, sur une certaine forme d'hypocrisie. Voilà, puisque bon, on verra si vous voyez le film que cette jeune fille à un moment est recueillie par une famille bourgeoise et que finalement elle sera rejetée. Donc Le long des trottoirs, film de Léonine Mogui, qui est un portrait non complaisant, hein, je précise bien, des jeunes femmes qui sont amenées à se prostituer dans le Paris, dans la société française des années 50. Voilà, un thème aussi qui a souvent été étudié, abordé à l'écran à travers des films noirs. Alors, afin de conclure cette vidéo sur Léonine Mogui, que vous allez tous découvrir maintenant à la médiathèque à travers l'emprunt de DVD, bien évidemment. D'ailleurs, ces films ne sont pas sur des plateformes, hein, voilà, ils sont aussi encore extrêmement rares, hein, donc grâce au support, vous pouvez les visionner. Pour conclure, donc, je laisserai la parole à Léonine Mogui, qui donc s'exprime auprès des journalistes, un propos donc, qui sont repris, donc je cite à nouveau ce livre indispensable, hein, qui nous a beaucoup aidé, Léonine Mogui de Éric-Antoine Lebon aux éditions L'Harmattan, qui a fait un travail remarquable, hein, parce je pense qu'il a eu des difficultés quand même à trouver des sources. Hein. Alors Léonine Mogui disait « Le cinéma est un moyen formidable d'éducation sentimentale et morale, tout en restant un moyen de délassement agréable. Nous ne sommes pas des moralistes professionnels,
Mais pouvons-nous oublier que le cinéma, art populaire entre tous, rejoint les masses de tout pays et que si l'on ne va pas à l'église, on va au cinéma? Quelle responsabilité pour nous qui pouvons faire le mal ou le bien immense? Voilà. Et donc cette phrase de Léonide Mogui souligne quand même l'intérêt d'un cinéma aujourd'hui. Je pense que beaucoup de jeunes cinéastes oublient que le cinéma, bon, certes c'est un art de distraction, de divertissement, mais c'est aussi un moyen idéal pour explorer la société, notre monde d'aujourd'hui et faire passer des messages. L'ancienne bibliothèque de la mairie, ce qu'on appelait la bibliothèque centrale en fait, hein, donc, où le livre était complètement cartonné ou autre. Donc Corinne Luchaire, en fait, voilà ce que disait Patrick Modiano.